Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va traduire le deuxième paragraphe du discours sur l'olivier écrit par Lysias. En mettant en place mon matériel pour le tournage, mon œil a été attiré par un livre dans ma bibliothèque. Un livre qu'un professeur de grec que j'ai eu m'a donné parce qu'il disait que ses héritiers n'en feraient rien. Ce sont les extraits des orateurs attiques. Et à une époque pas si lointaine, on travaillait, quand on était lycéen ou quand on était étudiant, on travaillait sur les textes anciens à partir des ouvrages de cette collection. Je sais pas si on voit bien, on a le texte qui est au-dessus et puis on a des indications qui sont en dessous. Et donc moi, ce livre m'a aidé pour travailler sur Lysias. À mon avis, on le trouve facilement sur archive.org, comme les juxtalinéaires ou ce genre de choses. Et celui-là date, je viens de me rendre compte, il date de 1910. Il date de 1910, d'avant la Première Guerre mondiale. C'est un petit morceau d'histoire, voilà. Un petit morceau d'histoire de la pédagogie. Bon, passons aux choses sérieuses. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte. Déjà, ce que j'aurais dû faire la dernière fois. Vous m'avez pardonné, j'en suis sûr. Ensuite, je vais faire une petite juxtalinéaire assez maladroite pour le coup. Et enfin, on rentre dans le vif du sujet, la syntaxe, le vocabulaire, la morphologie. Allez, c'est parti, je lis. Hutode aporos huagon moi katestekin, hoste apegrafen tomen proton, elaan ektesges afanidzein. Kai prostus eonemenus tus carpus ton morion puntha nomenoi processan, epeidede, ectututu tropu, adicunta me uden eurein edunetesan, nunime sekon facin afanidzein, hegumenoi emoimen totenten aitian aporotaten einai apenenxai, utoisde exeinai malon hotian boulantai legein. Qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? Ho agon, le procès, katesteken, devient, moi, pour moi, huto daporos, si embarrassant hosté que. On retrouve la conséquence exprimée par la corrélation huto hosté, enfin c'est surtout hosté qui exprime la conséquence en fait. Donc si embarrassant que, apigraphen, j'ai été poursuivi, littéralement j'ai été accusé. Tomen proton, en premier lieu, afanidzein, pour avoir arraché, ektesges, de terre, ou de la terre, mais en français on dit plus de terre, et elaan, un olivier. On peut dire aussi l'olivier parce qu'on parle d'un olivier en particulier, c'est un peu spécial, mais une bonne traduction consisterait à écrire un olivier parce que je n'ai pas d'article devant elaan. Bon, on passe à la suite. Kai, punta nomenoi processan, et ils sont allés enquêter. Donc processan c'est le verbe avoir. Et ce que je traduis par enquêter, c'est un participe ici, puntanomenoi. On va y revenir. Ils sont allés enquêter, prostus eonemenus, chez ceux qui affermaient ou chez ceux qui prenaient à ferme, c'est-à-dire qui signaient un bail, on dirait aujourd'hui, pour s'occuper du terrain, pouvoir en vivre et donner une partie de la production aux propriétaires. Ok? Donc ils sont allés enquêter, prostus eonemenus, chez ceux qui affermaient, tous carpus ton morion, la production des oliviers sacrés. Deux petites choses à dire. Ce que j'ai traduit par la production littéralement, c'est les fruits, tous carpus, les fruits. Ce que je traduis par olivier sacré, c'est un seul nom, ton morion, c'est un mot qui veut dire olivier sacré. Et une dernière chose, en bon français, on afferme, on prend à ferme un terrain, un champ. On ne prend pas à ferme une production. Là, j'ai calqué le français sur le grec pour faciliter la compréhension. J'ai fait du littéral. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Huto daporos huagon moi katesteken hosté. Huto hosté, on peut traduire ces deux éléments en corrélation par ainsi que. Hosté, en fait, permet déjà d'exprimer la conséquence. Vous pouvez vous reporter au paragraphe 315 de l'Aragon pour en savoir un peu plus. Ici, huto hosté,
est suivi par un indicatif, ce qui est quelque chose d'extrêmement commun. Le verbe, c'est katesteken, il a pour sujet ho agon, tout agonos. Agon, c'est le combat, de manière générale, mais dans le cas qui nous concerne, dans le cadre juridique, ça signifie le procès. Et katesteken, c'est au présent katistémi, d'accord? Katistémi, qui signifie littéralement placer vers le bas. Vous reconnaissez le préverbe kata, d'accord? Placer vers le bas, et on le traduit habituellement avec établir, instituer, c'est plutôt ça. Mais ici, katistémi est au parfait, ok? Katesteken, à la troisième personne. Et au parfait, il a le sens de devenir. Alors ça, pour le trouver, il faut attentivement lire l'article du dictionnaire, le Liddell Scott Jones, et donc il faut lire l'anglais. Ça aide de lire l'anglais pour le grec, surtout pour ce dictionnaire-là, c'est plutôt pas mal. Donc, katesteken, on va le traduire par devenir, et c'est un parfait. Je vous rappelle que le parfait, on peut le traduire par un présent sans problème en français. Le parfait exprime l'accomplissement de quelque chose. Je reprends donc. Huagon, le combat, katesteken, devient huto aporos, si ou ainsi embarrassant. Aporos, je vous l'ai mis en dessous, vous reconnaissez un A privatif. Ça veut dire littéralement sans passage. C'est la fameuse aporie de Platon, quand il n'y a pas de passage, quand il n'y a pas d'issue, et de manière très générale, on le traduit par embarrassant. Donc aporos, c'est un adjectif, ok? Le procès est devenu hutos aporos si embarrassant, moi, pour moi, hosté que. Moi, c'est le pronom personnel ego au datif. Ici, il est atone, d'accord? Il n'est pas accentué. On a une forme accentuée émoi qu'on va voir par la suite. Donc Lysias joue là-dessus. Ici, on a moi, la forme atone, et ce datif est ce qu'on appelle un datif d'intérêt. C'est un datif qui exprime l'implication de quelqu'un dans l'affaire dont on parle. Et quand je parle d'implication, ça peut être pour son bénéfice ou à son détriment. J'ai donc hutos de aporos huagon moi katesteken hosté. Le procès devient pour moi si embarrassant hosté que tomen proton, qui est ici tomen proton dans un premier temps. Proton, qu'est-ce que c'est? C'est un accusatif adverbial, ok? On l'a vu dans le premier paragraphe. Ce que c'était qu'un accusatif adverbial, ça va être un nom, ça va être un adjectif, ça va être un pronom qui se retrouve à l'accusatif et qui est figé. Et on va le traduire généralement par un adverbe ou par une expression invariable. Donc proton, c'est un accusatif adverbial, et souvent les accusatifs adverbiaux ont un article juste devant, c'est le cas ici. Donc tomen proton, cette expression-là, on va la traduire par d'abord, dans un premier temps, en premier lieu. Ok? Donc hosté que, tomen proton, dans un premier temps, en premier lieu, apégraphen, j'ai été poursuivi, j'ai été accusé. Apégraphen, c'est l'aoriste moyen passif de apographo, qui signifie accuser. Grapho, ça veut dire écrire. En fait, on a l'idée d'inciser avec grapho, mais je vais pas vous refaire l'histoire du terme. Ça veut dire écrire, et apographo, c'est accuser, c'est un terme juridique. À l'aoriste, j'aurais apégrapsa, c'est un aoriste sigmatique. Si je rajoute phi et sigma, j'obtiens pse, parce que le phi, qu'est-ce que c'est? C'est un P aspiré au départ, c'est pas E, tout simplement. Donc ça va donner pse, apégrapsa. Par contre, quand je passe à l'aoriste moyen passif, qu'est-ce que j'ai? J'ai apégraphen. Je n'ai pas de sigma ici, et mon phi est conservé. C'est pour ça qu'à l'aoriste, j'ai fe là, apégraphen. Donc vous reconnaissez l'augment, vous reconnaissez le préverbe, vous reconnaissez le radical et la terminaison. D'accord? J'ai été accusé aoriste moyen passif. Très bien. Apégraphen, j'ai été accusé tomen proton dans un premier temps. Et là, mon complément, c'est un verbe à l'infinitif, aphanidzein.
Afanidzein, c'est l'infinitif présent de afanidzo, ce qui signifie littéralement faire disparaître. Il ressemble quand même pas mal au verbe faino. Je vous laisse aller regarder dans le dictionnaire pour ceux qui ne le connaissent pas. On va lui donner le sens d'arracher. Dans le cadre particulier ici, ça veut dire arracher. Si je traduis par faire disparaître, un lecteur français d'ailleurs ne comprendra pas bien la chose. Il peut penser que l'olivier a été volé et replanté ailleurs. Ça se fait aujourd'hui encore. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que faire disparaître de terre, ça signifie arracher, c'est un emploi technique particulier du terme. Donc, j'ai été accusé à Fanidzein d'avoir arraché. Oui, j'ai un infinitif présent en grec, mais pour ces modes-là, le temps n'a pas une valeur chronologique, c'est la valeur aspectuelle à la rigueur qui compte. Donc, d'avoir arraché, d'avoir fait disparaître quoi? Accusatif, complément du verbe, elahan. Elahan, si je regarde dans le dictionnaire, je trouve he, elaïa. Elaïas, c'est l'olivier. Et en attique, on va avoir elaha. Ça ne change pas grand-chose. Et cet olivier, je l'ai arraché. Ek, tes, ges. Ek exprime l'origine. C'est un complément circonstanciel d'origine. Ges, c'est he, ge, la terre, génitif ges. Donc, si embarrassant hoste que apengrafen, j'ai été accusé, aoriste passif, à Fanidzein d'avoir arraché, tomen proton dans un premier temps, à Fanidzein d'avoir arraché Elahan un olivier, et Ktes Ges de terre, littéralement de la terre, mais c'est un petit peu lourd quand même en français. On passe à la suite. Kai et prostus eoneminus tus carpus son morion, punta nomenoi processan. Mes formes verbales sont à la fin. Alors, on commence par processan, qui est le verbe conjugué. C'est pros et imi. Je parle du verbe aller. Celui qui a l'infinitif fait ienai. D'accord? Il complète la conjugaison de erkomai. Ou plutôt, les deux forment une même conjugaison. On va le dire comme ça. Vous irez dans la Ragon, paragraphe 155. Ici, on l'a à l'imparfait, pros et a. Donc j'ai un préverbe pros, qu'on va d'ailleurs retrouver, ça va nous faciliter la tâche vraiment pour trouver le complément. Et pros a le sens d'aller vers quelque chose, mais vraiment pour rentrer en contact. D'accord? Donc, je vais traduire processan par ils allaient. C'est un imparfait, ils allaient. Juste avant processan, j'ai une autre forme verbale, j'ai un participe, puntanomenoi. Puntanomenoi, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe puntanomai, qui signifie s'informer, s'enquérir de, enquêter. C'est comme ça que je l'ai traduit. On l'a ici au participe présent, moyen passif. Je reconnais le moyen passif grâce à mon suffixe men. Et j'ai juste après une désinence de première ou de deuxième déclinaison. Donc ça fait puntanomenos, au pluriel, puntanomenoi. Là, on ne parle plus de moi qui suis accusé, moi sujet de apengrafen, première personne, on parle d'eux maintenant, processan, qui sont allés, littéralement, en s'informant. Alors, ça marche pas très bien, hein. Ils allaient en s'informant, prostus eonemenus, c'est pas très juste. Comment est-ce que je peux comprendre ce participe? On a déjà rencontré des participes qui avaient un article juste devant et je vous ai dit que c'était des participes substantivés. Par exemple, si j'avais ho puntanomenos, ça voudrait dire le s'informant ou plutôt celui qui s'informe. C'est pas le cas ici. Ici, mon participe est apposé au sujet du verbe. Le sujet, je vous le rappelle, n'est pas exprimé. Il est virtuellement dans le verbe processan. Donc ça me donne s'informant, virgule, ils allaient. D'accord? Que j'ai traduit par ils allaient enquêter. En fait, on a ici un participe qui est l'équivalent d'une proposition complément circonstancielle. Vous trouverez
les détails dans la ragon au paragraphe 356. Dans ce cas de figure-là, le participe peut exprimer un paquet de nuances, le temps, la cause, la condition, la concession, le but, ça fait beaucoup de choses, et de manière générale, on ne va pas le retrouver seul. On va le retrouver avec d'autres mots qui sont parfois utilisés avec des verbes conjugués d'ailleurs, et qui permettent d'exprimer la nuance. Par exemple, pour exprimer la cause, je vais le retrouver avec hâter. Pour dire en même temps, le temps avec une idée de simultanéité, je vais le retrouver avec hama. Alors ces termes ne sont pas toujours exprimés. Déjà, il faut le savoir. Donc ici, j'aurais pu le traduire par un complément circonstanciel de cause. Parce qu'ils enquêtaient, ils allaient, pourquoi pas. Moi, j'ai décidé de le traduire par un but. Ils allaient enquêter. Le verbe de mouvement m'y invitait. Normalement, dans une prose tout à fait classique, je dois avoir un verbe de mouvement avec un participe futur. C'est pas le cas ici. D'accord ? Mais d'habitude, je dois avoir ça, et c'est l'équivalent d'une subordonnée de but. Ok ? Ou d'une subordonnée complément circonstanciel de but. J'ai décidé de le traduire comme ça, quand même si je n'ai pas de participe futur, parce que c'est ce qui me semblait le plus logique. Donc, ils allaient pour enquêter, et où est-ce qu'ils allaient ? Pros, tous et onemenus. Mon préverbe ici m'a bien aidé, c'est là que vous voyez la clarté du style de Lysias. Ce préverbe me renvoie au groupe prépositionnel, qui commence avec pros, tous et onemenus. J'ai pros avec un accusatif. Je vous ai dit qu'on pouvait le traduire dans le cas où il a un accusatif par vers, jusqu'à, contre, mais vraiment dans l'idée d'atteindre, d'accord ? Et eonemenus, qu'est-ce que c'est ? C'est un participe. C'est le participe de oneomai, qui signifie acheter. Le plus souvent, quand vous le voyez, ça veut dire acheter. Ici, oneomai signifie prendre à ferme. Ok ? Je signe un bail pour cultiver une terre, me nourrir et donner une partie des fruits et des bénéfices aux propriétaires. En droit moderne en France, j'ai cru comprendre qu'il y avait une différence entre prendre à ferme et signer un bail. Honnêtement, j'y connais absolument rien, donc je vais garder la traduction traditionnelle de prendre à ferme, et je vous redis qu'on prend à ferme une terre, un champ, et pas une production, un bénéfice. Ici, eonemenus, donc c'est oneomai, qui est au participe parfait, d'accord ? Il est au participe parfait. Il est flanqué cette fois-ci d'un article, tous, à l'accusatif pluriel, d'accord ? Et ça veut dire littéralement ceux prenant à ferme, ou plutôt ceux qui prenaient à ferme à ce moment-là, ceux qui ont pris à ferme. En français, je vais adapter le temps pour garder une logique dans la narration. Je sais que ça se passe autrefois. On continue. Mon verbe, certes au participe, certes substantivé, peut quand même accepter des compléments, et c'est le cas. J'ai tous eonemenus, tous carpus. Rocarpos, tout carpou, c'est le fruit, concrètement, et c'est de manière générale le produit des champs avec, dans le vocabulaire commercial, l'idée d'un bénéfice. Ça date de cette époque. Donc, ceux qui littéralement prenaient à ferme la production, les fruits, il faudrait plutôt dire en fait les fermiers qui cultivaient les fruits. Ce serait plus juste. Des fruits de quoi ? Ton morion. Ton morion, c'est un génitif complément du nom tous carpus. Dans le dictionnaire, je trouve hemoria, qui signifie l'olivier sacré. Il y a un nom en grec pour dire olivier sacré. On continue. Epeidae de. Or, puisque ectoutou tout tropou, suite à ce procédé, ou suite à ce tour, ça marche aussi. Adikuntame ou des neurein et du netessan. Et du netessan, id pur, herein,
prouver, ça veut dire trouver, hein, littéralement, mais là je l'ai traduit par prouver, que me adikunta, j'avais été injuste ou den en rien, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Nuni, maintenant, fascine, ils affirment, me afanidzein, que j'ai arraché, sekon, la souche ou bien la palissade. Je reviendrai aussi sur le sens de ce terme. Généralement, vous allez lire la souche. He goumenoi, eux croyant que totenten haïtian, cette accusation, einai aporotaten, serait très embarrassante, apenenxai à réfuter, et moi, pour moi. Autoisde exeinai malon, et croyant qu'ils seraient plus en leur pouvoir, littéralement, exeinai malon, il serait plus possible, autois à eux, degein, de dire, roti an boulontai, ce qu'ils voudraient. On est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans le détail? Au début du texte, on avait to men proton, le D est arrivé, epeide D, epeide ça a deux sens, ça peut signifier ensuite, mais aussi puisque. Et vous comprenez qu'il y a une logique quand même pour que le même terme signifie ensuite, avec une chronologie qui est apportée de manière neutre, et puisque, un rapport logique, mais qui implique quand même un avant et un après. Vous voyez. Donc, epeide, ça veut dire puisque. Epeidede, ektutu tu tropu. On a vu tout à l'heure, et vous le saviez peut-être parce qu'on le voit très tôt dans les études de grec, que et qu'avec un génitif exprime le complément circonstanciel d'origine, ok, mais ce tour peut aussi être traduit avec l'expression par suite de, suite à quelque chose, ok, et qu'avec un génitif, on peut le traduire avec par suite de. Donc par suite de quoi? Tout tropou. Rotropos, tout tropou. C'est le tour, la manière, la façon de faire quelque chose. D'accord? Ça peut être la coutume. Bon, ici, en fait, c'est le tour. Je l'ai traduit par procédé tout à l'heure. Ils ont tenté quelque chose. Ok? Ils ont tenté quelque chose. Donc, suite à ce tour, par suite de ce tour. Pourquoi est-ce que je dis ce tour en particulier? Parce que juste avant mon article tout, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout. J'ai un adjectif démonstratif. Houtos, hote, tuto. Et en grec, quand on veut dire ce, quand on utilise l'adjectif démonstratif, on garde l'article, on dit ce, le, tour. Ok? Je vous rappelle qu'on parle, dans ce cas de figure-là, quand on a un nom juste après, on parle d'adjectif démonstratif, mais quand Ruto c'est tout seul et qu'il désigne quelque chose qui se trouve avant, qu'il rappelle quelque chose, on parle de pronom démonstratif. Il remplace un nom. Epeide. Or, puisque ektutu tutropou, suite à ce tour, suite à ce procédé. Adikuntame uden herein edunet hesan. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le verbe conjugué, c'est edunet hesan. Il est à la troisième personne du pluriel. On parle encore des accusateurs, des sycophantes, qui vont changer leur accusation. Edunet hesan, au présent, c'est dunamai. Dunamai, qui veut dire pouvoir, c'est un terme, c'est un verbe extrêmement courant. Il demande un complément à l'infinitif, et ici, vous l'avez à l'aoriste moyen. Il a un sens actif, ok? Et ça va donner edunet ten. On est d'accord, vous repérez l'augment et puis vous repérez ce eta à la place du alpha, et enfin la terminaison en ten. Edunet ten à la première personne, à la troisième personne du pluriel, edunet hesan. Donc, littéralement, ça veut dire ils purent ou ils ont pu. Il a un complément à l'infinitif, je vous l'ai dit, ce complément c'est herein. Herein, qu'est-ce que c'est? C'est heurisco. Ça veut dire trouver, un peu comme un certain grand savant s'était exclamé plutôt Eureka, j'ai trouvé. Eureka, c'est le parfait
de Heurisco. Bon. Et Heurisco demande un complément à l'accusatif. Ici, c'est mais. On va y revenir. Alors, Heurisco, quand vous le mettez à l'aoriste, ça donne Heiron. En fait, vous voyez un état, mais on peut le retrouver avec un epsilon sans trop de problème. Hein, ça ne change rien. Et à l'infinitif aoriste, je vais avoir Rein, et vous voyez qu'on n'a pas de modification de la première voyelle ici. L'infinitif ne prend jamais d'augment. Donc je reprends. Et du netessan, id pur, Rein, trouver. Je vais le traduire plutôt par prouver. En contexte, c'est un peu plus logique. Il ne pur prouver quoi? Il me faut un accusatif. Qu'est-ce que j'ai à l'accusatif? J'ai mais. Mais c'est l'accusatif de ego. Il ne purent prouver moi, littéralement adikunta, étant injuste. Ils ne purent prouver que j'étais injuste. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, quand on vous dit qu'un verbe gouverne une proposition participiale, c'est qu'en réalité, le verbe gouverne un terme qui m'intéresse, ce mais, ce quelqu'un qui m'intéresse. Et sur ce mais va être ensuite greffé un participe. Vous voyez, c'est plus comme ça qu'il faut comprendre les choses. Enfin, j'ai dit greffé, en fait, pour être précis, va être apposé ce participe. D'accord? Donc, id pur herein trouvé, mais moi, accusatif, adikunta étant injuste, accusatif. C'est le verbe adikeo, un verbe en epsilon contract qu'on a déjà vu, avec au début un alpha privatif, et vous reconnaissez dike, qui signifie la justice, et qui est formé sur une racine très très productive et très intéressante. Enfin, peu importe, on n'est pas là pour faire de la linguistique. Et là, j'ai non pas adikonta, mais adikunta. Pourquoi? Parce que j'ai un epsilon qui est contracté. Ok? Donc, moi étant injuste, uden en rien. On a déjà vu aussi dans le premier paragraphe que uden, j'ai deux manières de le regarder. La façon la plus simple, et c'est ce qu'on va faire là, c'est l'accusatif adverbial. Ok? Donc ça veut dire en rien, tout simplement. Je peux le voir comme un accusatif d'objet interne. Et vous regardez au moment de la leçon, on a pris l'exemple nosei noson agrian. Il souffre d'une grave maladie. Je ne vais pas revenir dessus ici. Bon, dans le cas qui nous concerne, uden, on le traduit par en rien. Nuni, nuni c'est l'équivalent de nune, d'accord? Nuni, maintenant, fascine, id disent. Troisième personne du pluriel au présent de femi. Là aussi, c'est un verbe qui est formé sur une racine très importante. Bon, bref. Femi, ça signifie dire, mais ça a très souvent le sens d'affirmer quelque chose. Ok? Donc, il vaut mieux le traduire par affirmer ici. Et femi demande un verbe à l'infinitif ou une proposition infinitive. C'est ce qui est sous-entendu. Et on va l'avoir là. On va avoir mon verbe à l'infinitif afanidzein, qui signifie arracher, d'accord? Mon verbe, il va avoir un sujet mais à l'accusatif, d'accord? Puisque l'infinitif a un sujet à l'accusatif, il va avoir un complément qui va être à l'accusatif aussi. Afanidzein demande un complément à l'accusatif. Sekon, d'accord? Sachant que il faut vraiment retenir pour le grec que quand le sujet change, mais il faut l'exprimer. Autant en latin on vous dit d'exprimer systématiquement, en grec on vous dit pas toujours, c'est quand le sujet change, il faut absolument le faire, parce que si je n'exprime pas là le sujet, qu'est-ce que j'ai si j'exprime pas le sujet? J'ai fascine, ils affirment, afanidzein sekon, avoir arraché l'olivier. Ils affirment avoir arraché l'olivier. Je reste sur le même sujet. Je n'ai pas de raison de penser que ça change. Et donc vous voyez qu'on fait un contresens total. Donc, il faut garder le texte tel qu'il est. Fascine, ils affirment, mais moi, afanidzein, avoir arraché, sekon, la
souche. Alors, hosekos tuseku, ça peut désigner la souche de l'olivier, et par souche, j'entends simplement un olivier qui est stérile, d'accord? Mais on s'est rendu compte que ça pouvait aussi désigner la palissade autour de l'olivier stérile, voire carrément l'ensemble. Donc vous pouvez traduire par souche, on a coutume de traduire par souche, de manière générale. Une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que Afanidzein, c'est un infinitif présent, vous reconnaissez ein, la désinence de l'infinitif, et puis vous reconnaissez ce izo, ce suffixe typique du présent, donc Afanidzein. Ça signifie littéralement faire disparaître, en réalité. Mais dans le cadre juridique, on a dit qu'on allait le traduire par arracher. Allez, on arrive sur la dernière partie du texte. Hegumenoi emoimen, totenten aitian aporotaten einai, apelengsai. Hegumenoi, c'est le participe de hegeomai, qui signifie guider, et ensuite qui signifie penser quelque chose, croire quelque chose. On va le traduire par croire. Là, vous l'avez au participe présent, hegumenos. D'accord? Hegumenos, il est au nominatif pluriel. Donc il désigne encore les sycophantes, les accusateurs. Et on peut dire qu'il est apposé au sujet sous-entendu du verbe fascine qu'on a vu juste au-dessus. Ils affirment que j'ai arraché la souche. D'accord? On va le comprendre comme ça. Hegeomai est un verbe qui se construit avec un infinitif, ou plutôt une proposition infinitive. J'ai plusieurs infinitifs qui me sont donnés ici. J'ai einai et j'ai apelengsai. Nous, on va prendre einai, vous verrez ce qu'on fera d'apelengsai juste après. Donc j'ai einai qui est à l'infinitif. Einai a un sujet qui est à l'accusatif, puisque c'est un verbe à l'infinitif, totenten aitian, et il va avoir non pas un complément d'objet, mais un attribut, parce que c'est un verbe d'état, einai, il va avoir un attribut aporotaten, qui s'accorde avec le sujet, qui est à l'accusatif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hegumenoi, eux, croyants, totenten aitian, l'accusation. He aitias, c'est la cause, de manière générale, le motif, et, dans le cas précis, juridique, l'accusation. Donc, totenten aitian, cette accusation, plutôt, on retrouve notre démonstratif qui est ici, cette accusation, einai, être, ok? Aporotaten, c'est aporos qu'on a déjà vu, le fameux embarrassant. Il a un suffixe au superlatif, d'accord? Donc je vais le traduire par très embarrassante, cette accusation être très embarrassante. Et vous avez remarqué que dans le texte, on n'a pas un omicron, on a un oméga, on a un allongement qui est écrit, qui est signifié par cet oméga. C'est quelque chose de naturel quand on rajoute le suffixe de superlatif, et je ne sais plus où c'est dans votre grammaire Ragon, mais je suis sûr que vous réussirez à trouver. Alors moi, forcément, en français, je vais éviter de traduire par croyant cette accusation être très embarrassante. Je vais dire croyant que cette accusation serait très embarrassante. J'exprime un futur dans le passé. Donc croyant que cette accusation serait très embarrassante, qu'est-ce que je fais de apelengsai? Et c'est là que, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, il faut faire attention, je vais le redire au moins 1 million de fois sur cette chaîne, il faut faire attention au sens, vous vous jetez dessus généralement, mais il faut aussi et surtout faire attention au complément possible. Et ici, vous avez un adjectif, aporos, embarrassant, qui peut prendre un complément à l'infinitif. Ça existe en français aussi. Par exemple, l'adjectif facile. Quand je dis facile à faire, eh bien, mon adjectif facile prend un complément à l'infinitif. Difficile à faire, etc. Ici, aporos prend un complément à l'infinitif. Ok? Donc j'ai aporos. Mon infinitif, il est tout à la fin, c'est apelengsai. C'est le verbe apelenko qui signifie réfuter. Et vous voyez qu'on a ce xai, on a un sigma qui est sous-entendu. Et vous pouvez voir, même si
mon radical n'a pas changé, vous pouvez voir que c'est un aoriste, d'accord? C'est un infinitif à l'aoriste. Donc, très embarrassante, aporotaten, apelingsai, à réfuter. Je reprends le tout. Hegumenoi, s'imaginant que Totentenaitian, cette accusation einai serait aporotaten, très embarrassante, apelingsai, à réfuter, et moi, pour moi, je retrouve mon pronom personnel ego au datif. On avait vu moi tout à l'heure. Moi est une forme atone, sans accent, qui se trouve toujours après un autre mot. Ici, moi, c'est une forme tonique. C'est une forme qui permet d'appuyer, en fait. Et on retrouve là notre datif d'intérêt, sachant, je vous le rappelle, que intérêt n'est pas forcément à prendre dans le sens positif du terme. Ça veut dire qu'on est impliqué dans la situation, et pas forcément pour notre bonheur. Allez, on arrive au bout. Otoisde, vous voyez ce balancement mende, qui ne signifie pas l'opposition cette fois-ci. C'est simplement la succession. Otoisde, exeinai malon, hotian bulontai, degein. Je n'ai pas de verbe conjugué, par contre j'ai encore des infinitifs. Je peux supposer que l'un de ces infinitifs est certainement celui qui arrive en premier, et complément de hegumenoi, comme tout à l'heure avec einai. D'accord? Donc, je vais avoir ici exeinai, complément de hegumenoi. Qu'est-ce que c'est? C'est exesti, qui peut signifier il est possible ou il est permis à quelqu'un de faire quelque chose. Le français et le grec sont calqués l'un sur l'autre. Bon. Alors, permis à, c'est un datif. Généralement, on parle de datif de personne à ce moment-là. Donc, il est possible à quelqu'un. Et de, c'est un infinitif. Donc, je vais chercher un infinitif et un datif. Le datif, je l'ai juste avant otois. On va dire ce que c'est après. Et l'infinitif, je l'ai tout à la fin. Degein. Il est mis en valeur. Otois, qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On a déjà vu hutos. Hutos, c'était le démonstratif. Ici, autos, avec un alpha upsilon. Autos, oté, otone, c'est ce qu'on appelle un anaphorique. Ici, c'est essentiellement un pronom de rappel. Je reviendrai dessus dans les cours suivants parce qu'on va le recroiser. Ça veut dire littéralement « eux ». Là, on a un masculin pluriel. Et il rappelle les sycophantes, ceux qui accusent. Mais on en reparlera plus loin. J'ai donc littéralement hegumenoi croyant que, exeinai il serait possible otois à eux, legein de parler, legein de dire, c'est l'ego à l'infinitif présent. Vous avez enfin ce malone qui est ici. Malone, qu'est-ce que c'est? C'est un adverbe comparatif qui correspond au français plus, d'accord? Il est incident au verbe exeinai. On dit qu'un adverbe est incident, ok? Un autre mot. Il est incident à exeinai. Donc ça donne littéralement être plus possible à eux de dire. Dit autrement, ils auraient une plus grande possibilité de dire, etc., etc. Allez, on arrive tout à la fin. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ils disent « hotian bulontai ». Hotian bulontai est complément de « l'ego » qui signifie dire ou parler. Alors, comment est-ce que c'est construit exactement? Si vous ouvrez l'Aragon, vous allez trouver « hostis »,« hetis »,« hoti ». Et on va vous expliquer que « hostis » est formé sur le pronom relatif hos, auquel on a collé le pronom indéfini tis, un, une, quelqu'un, d'accord? Donc hostis, ça s'utilise comme hos et ça signifie qui, quel qu'il soit, littéralement qui, quel qu'il soit. Et quand je le mets au neutre, j'ai ho, ti, c'est-à-dire que les deux éléments doivent être déclinés et je vais me retrouver avec ce que. Est-ce qu'on a pour autant une proposition relative ici? Eh ben non. Une proposition relative doit avoir un rapport avec un nom. Il faut que j'ai un nom quelque part
qui soit l'antécédent du pronom relatif. Et là, on n'a pas de nom. Je vous ai dit que cet ensemble complétait l'ego, ou plutôt les gain à l'infinitif. Alors, hoti, qu'est-ce que c'est ici? Eh bien, ici, il faut le comprendre comme un pronom interrogatif, et hotian bulontai, c'est une subordonnée interrogative indirecte. Je m'explique, si je pose la question « Qui es-tu » j'ai une phrase interrogative. Maintenant, si je dis « Je demande qui tu es », j'ai un verbe introducteur, le verbe demander, et j'ai qui tu es, qui est une interrogation indirecte. Il s'agit en fait de discours rapportés, et d'un cas très particulier du discours rapporté, donc je rapporte les paroles de quelqu'un d'autre grâce à un verbe introducteur, il dit ceci, il dit cela, ok. Le cas particulier, c'est qu'on rapporte une question. Donc, qui tu es? Qui es-tu? Point d'interrogation, j'aurais pu mettre des guillemets autour d'ailleurs, devient « Je demande qui tu es ». Que veux-tu? Point d'interrogation devient « Je demande ce que tu veux ». Ce que qu'on retrouve là, vous comprenez? Alors effectivement, on a l'ego qui signifie dire et non pas demander. Il n'empêche que ça reste une proposition interrogative, indirecte, hoti, an, bulontai. Donc le hoti est éclairé. Maintenant, on doit se demander ce que signifie ce subjonctif et ce an qui est devant. Parce qu'en fait, bulontai, c'est bulomai, qui veut dire vouloir. Ici, vous remarquez qu'on a une terminaison habituelle du présent de l'indicatif, sauf que juste avant, ma voyelle thématique, mon omicron, est allongée. Bulontai. Et c'est en fait du subjonctif présent. Alors c'est pas du subjonctif présent parce qu'on serait dans un discours rapporté. Ici, en fait, j'ai précisément bulontai, un subjonctif, avec an, d'accord? Et dans le cas d'une proposition, cela permet d'exprimer l'éventuel. Qu'est-ce que c'est que l'éventuel? Dans le système hypothétique, vous pouvez soit exprimer quelque chose qui peut vraiment arriver, c'est le potentiel, soit vous exprimez quelque chose qui ne peut pas arriver du tout. C'est ce qu'on appelle l'irréel. Maintenant, on peut aussi exprimer l'éventuel. Alors, quelle est la différence entre le potentiel et l'éventuel? La différence, c'est que l'éventuel apporte une nuance supplémentaire. L'éventuel implique que c'est particulièrement réalisable parce qu'il y a eu implication des protagonistes, parce que des gens ont fait en sorte, de par leur volonté, que ce qui est proposé se réalise. C'est ça ce qu'on appelle l'éventuel, c'est une particularité du grec par rapport au français. Je reprends l'ensemble, ça va me donner hegoumenoi croyant que, autoisde xeinai malon, il leur serait plus possible, l'égain de dire hotian bulontai, ce qu'ils voudraient. Je vous remercie pour le cours d'aujourd'hui. La prochaine fois, on passera au 3e paragraphe. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à faire passer ce cours à vos camarades. Ça me fera un grand plaisir de pouvoir aider un maximum d'étudiants.